Merci beaucoup d'être ici présent et présente. On va pouvoir commencer. Donc une conférence présentée par Claire Delfosse, qui est géographe à l'université de Lyon 2, si je ne me trompe pas. Oui, ouf, c'est ça. Et sur les enjeux de la culture en fait en milieu rural. Pourquoi est-ce qu'on avait fait ce choix de conférence? C'est que ça a été rappelé hier, mais voilà, il faut qu'on ait en tête que 50% de notre réseau, 50% des MJC se trouvent ou interviennent en milieu rural. Nous, on fait aujourd'hui un peu la différence entre l'implantation et l'intervention, qui n'est pas nécessairement la même chose. Donc Claire va vous faire une présentation de ses travaux sur la question de l'enjeu de la culture dans ces territoires-là. On va avoir environ 40 minutes de présentation, puis ensuite on pourra faire questions-réponses. Voilà, je te laisse Claire. Merci. Moi je suis géographe, je suis pas une praticienne de la culture. La culture m'intéresse en tant que activité dans les territoires ruraux et aussi comme façon d'étudier les espaces ruraux et de voir le rôle de cette activité dans le développement local en particulier. Les géographes, ils font un peu tout, hein. Alors on n'est pas sociologue, mais on fait, voilà. Donc les résultats ou ce que je vais vous présenter, c'est plus des données qualitatives que des données quanti. J'appartiens à un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire d'études rurales, qui est un laboratoire pluridisciplinaire qui compte des géographes, des historiens et des chercheurs en sciences sociales de l'Institut supérieur agricole l'ISARA de la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc nous travaillons essentiellement sur du qualitatif et nous travaillons beaucoup aussi sur en termes de recherche-action. On est voilà. Alors les enjeux de la culture en milieu rural. Alors avant de venir sur ces enjeux, il me semblait important de revenir sur quelques éléments de définition et d'enjeux dans les espaces ruraux. Alors j'ai mis définition au pluriel parce que personne n'est jamais d'accord sur la définition de l'espace rural, mais bon, voilà. Ce qui caractérise en fait les espaces ruraux et qui les distingue de ce qu'on appelle des espaces urbains, c'est la faible densité. Et donc merci, excusez-moi, c'est parce que je regarde l'écran en même temps, j'ai pas de notes. Voilà. Ce qui distingue, c'est le fait qu'on est dans un territoire de faible densité relative, ce qui va avoir donc des effets sur la diffusion de la culture et les pratiques culturelles, évidemment. Nous, quand on est géographe ruraliste et en général les spécialistes des espaces ruraux, on intègre tout à fait dans l'espace rural les bourgs-centres et les petites villes. Donc tout à fait les MJC qui peuvent être considérées comme urbaines si on est à plus de 2000 habitants, mais qui en fait rayonnent très largement. Ce territoire a fortement évolué, notamment en matière de gouvernance depuis la loi NOTRe, depuis les grandes modifications en 2017 en particulier, avec des fusions de communautés de communes ou des communautés de communes qui ont été intégrées à des communautés d'agglomération, qui fait qu'on peut avoir des intercommunalités qu'on appelle XXL. Voilà, si je vous donne des exemples, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des intercos à 114 communes, 74 communes, avec une ville moyenne en ville-centre. La ruralité, on a aussi des ruralités très différentes en fonction des caractéristiques du milieu géographique, montagne, plaine, ce qui va avoir des incidences aussi en termes de déplacement en montagne avec des vallées, hein, en distance-temps, proximité ou non d'une métropole, voilà, plein des différences aussi socio-professionnelles entre des ruralités où il y a plus de jeunes, d'autres où il y a moins de jeunes, où on est plus dans un monde vieillissant.
Voilà. Alors, diapo suivante, je vous ai mis juste ça parce que la grande victoire des spécialistes du rural, c'est le changement de définition de l'espace rural par l'INSEE. Depuis longtemps, on avait des définitions qui gommaient l'importance des espaces ruraux et des habitants des espaces ruraux. Et depuis 2 ans, on a ce qu'on appelle un zonage qui est conforme aussi à la définition qui est la définition européenne en termes de densité et qui nous donne une vision complètement différente de la France, de celle qu'on pouvait avoir avec le zonage précédent de l'INSEE, et qui nous montre que alors ce qui est considéré comme rural, c'est le peu dense et le très peu dense. Et voilà, peu dense, très peu dense. Donc vous voyez que la France, elle est quasiment toute verte, alors que le zonage précédent, qui s'appelait zonage en aire urbaine, on avait quasiment que une France urbaine. Voilà. Donc, c'est pas innocent, c'est définir les espaces. Cette cartographie, après, elle sert de support à des politiques publiques. Donc c'est pas des querelles vaines, c'est important en termes de politique publique. Ensuite, donc du coup, avec cette différence de zonage, vous voyez que finalement, si on prend les communes peu denses et les communes très peu denses, on a à peu près plus d'un tiers de la population nationale qui habite dans des espaces ruraux. Donc ça veut dire que justement, on doit avoir des politiques publiques en direction d'un tiers de la population nationale. Et ça représente, en termes d'espace, vous voyez, 90% de l'espace national. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques données. Cette ruralité aujourd'hui, diapo suivante, elle devient de plus en plus attractive. Alors n'attendez pas de moi que je vous parle d'exode urbain, hein, voilà. Mais on est bien, l'exode rural s'est terminé au moins depuis les années 80, 1980. On est dans un phénomène long. Évidemment, ça touche très différemment les espaces ruraux. Il reste que on a un désir croissant de ruralité. Ça, c'est des sondages avant Covid. Et aussi, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que dans les espaces ruraux, il y a aussi de l'emploi. Donc là, c'est les personnes actives. Mais on n'est pas seulement dans des espaces résidentiels. Et je pense que ça, il faut aussi avoir ça en tête. Voilà. Dernier petit point d'introduction. Ce qui nous intéresse, c'est que la ruralité aujourd'hui change d'image. On a eu beaucoup d'images du rural, territoire de relégation, après les Gilets jaunes, avec des ouvrages comme ceux de Guy, etc. Le Covid a fait changer l'image. Pas seulement le Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on ne dit pas seulement que l'innovation est dans les métropoles, mais que dans les territoires ruraux, il y a aussi des innovations. Ce qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on prend en compte, qu'on a pris conscience qu'il y a aussi des innovations et que les ruraux eux-mêmes montrent qu'ils peuvent être innovants socialement, enfin sur différents types d'innovations et dans la culture. Et puis que c'est parfaitement un espace qui participe des transitions sociétales sur les questions environnementales, sociales, alimentaires. Je passe. Alors, on va venir au cœur du sujet. Je vous ai développé mon exposé en 4 temps, donc je me dépêche, avec un premier temps qui est celui des particularités et en fait des enjeux qui sont liés aux caractéristiques des espaces ruraux en matière de culture. En fait, l'espace rural, je vous l'ai dit, c'est une faible densité relative. Donc, faible densité relative, ça veut dire peu ou une faiblesse des équipements culturels ou des lieux culturels qui sont plutôt concentrés là où il y a de fortes densités d'habitants. C'est logique, c'est des questions d'offre et de demande et de rentabilité d'une certaine façon.
Donc, c'est ce qui caractérise la culture en milieu rural, c'est une faible densité relative des équipements. Alors, ne me faites pas dire qu'il n'y a pas de culture en milieu rural. Je dis bien équipement culturel. Ensuite, faible densité relative, ben, ça veut dire aussi des enjeux assez forts quand on travaille sur un territoire rural, de savoir ce qui se fait en matière de culture. On a parfois des élus à l'échelle des intercommunalités qui ne savent pas qu'il y a des artistes, par exemple, qui logent dans telle ou telle commune, ou ce qui se fait. Donc en fait, un des premiers enjeux, c'est savoir ce qui se passe sur un territoire rural et des enjeux de communication aussi. On avait travaillé avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes sur les contrats territoriaux d'éducation aux arts et à la culture. Et dans ce qu'on avait pu voir, c'est la difficulté de communiquer sur ce qu'on fait dans les territoires ruraux. Des faibles densités relatives, ça veut dire les enjeux de mobilité. Ça veut dire se rendre au cinéma, au théâtre, ou tout simplement aller quelque part pour pratiquer une activité culturelle. Et pour les associations, les bénévoles en particulier, ou les administratifs, je ne sais pas comment on appelle, animateurs aussi des associations, eh bien, il faut se déplacer. Ça représente un coût et ça représente du temps. Voilà. Et il ne faut pas oublier le facteur temps dans cette question de la mobilité. Ensuite, une caractéristique aussi importante des territoires ruraux, c'est l'importance des associations, avec une pratique associative quand même un peu plus forte dans les territoires ruraux, et qui se traduit très clairement en matière de culture, où les associations sont des acteurs fondamentaux de la culture en milieu rural. Alors, ensuite, diapo suivante. On a aussi une question importante, de fait, de la question de la gouvernance de la culture dans les territoires ruraux. Question de la gouvernance, c'est-à-dire qui va-t-on s'adresser, qui finance la culture, qui fait de la formation, de la diffusion, qui agit en matière de culture. La commune, oui, mais surtout aujourd'hui, de plus en plus, les intercommunalités. Je vous ai mis comme ces communautés de communes, excusez-moi, c'est un autre charabia, ou les communautés d'agglomération, puisque je vous disais que dès qu'on a un seuil de population, on passe de communauté de communes à communauté d'agglomération. Et ce qui caractérise aussi, en termes de gouvernance, les territoires ruraux d'une manière générale, c'est la faiblesse des moyens financiers et surtout aussi la faiblesse des moyens humains, et en particulier en ingénierie. Donc, je pense que la ministre de la Culture a parlé d'ingénierie, mais j'ai pu participer au groupe de travail de France Ruralité, qui avait mis un groupe de travail sur la culture, donc cette fois pris en charge par le ministre délégué aux ruralités. Et cette question de l'ingénierie, quand on a interrogé tous les acteurs culturels, revient systématiquement. C'est le manque d'ingénierie culturelle en milieu rural. Et les études qu'on a pu faire en Auvergne-Rhône-Alpes montrent que si dans les années 2000, on avait des chargés de mission culture à l'échelle des intercos, eh bien aujourd'hui, on en a très très peu. On a eu une diminution d'agents de développement spécifiquement dédiés à la culture. Voilà. Et du coup, c'est aussi une autre spécificité, peu d'équipements. Ça veut dire peu de grandes structures qui ont des lignes budgétaires allouées par le ministère de la Culture ou la région. Donc, on a des financements de la culture qui sont spécifiques dans les territoires ruraux et souvent, le plus souvent, qui passent par des lignes de développement local et pas des lignes vouées à la culture. Donc, quand on donne des chiffres sur effectivement le pourcentage d'argent donné par habitant pour la culture en ville ou en milieu rural, évidemment,
on a des différences, mais en milieu rural, on a aussi des lignes. Enfin, par exemple, je pense que les lignes des régions, par exemple, ça passe souvent plutôt par des politiques de développement régional, local, que des politiques plutôt culturelles. Et puis, penser aussi à tous les financements européens, en particulier les programmes LEADER, qui pendant longtemps ont été les principaux financeurs, et les programmes LEADER qui étaient surtout centrés sur la culture. Ça change un petit peu, mais culture patrimoine dans les premières générations LEADER. Voilà. Du coup, ça veut dire aussi peut-être des concurrences entre acteurs sur ces lignes de développement local. C'est une question. Des caractéristiques qui sont l'attractivité des territoires ruraux. On a des nouveaux habitants, des nouveaux anciens, enfin des anciens nouveaux habitants ou des anciens. Enfin, je veux dire aujourd'hui nouveaux, alors qu'on a des mouvements vers le rural depuis les années 70-80, donc on a plusieurs générations. Je n'aime pas le terme néo-rural, donc voilà. Et puis on a des résidents secondaires, on a des touristes, et du coup on peut avoir des visions différentes de la culture, des conflits parfois sur ce qui peut être prioritaire. C'est positif, hein, mais il y a aussi justement à se poser la question. Et puis, parmi ces nouveaux habitants des territoires ruraux, on peut compter les artistes. Alors, les artistes qui vont venir à la fois pour habiter, comme tout le monde, enfin, comme une bonne partie, qui vont venir habiter parce qu'ils sont attirés par un mode de vie rural, mais qui vont venir aussi habiter et créer parce que l'immobilier et le foncier est moins cher. Et quand on fait de la sculpture, par exemple, ou du théâtre, c'est bien, enfin, ça coûte moins cher qu'en ville, donc il y a une forme d'attractivité, et ou d'autres qui vont venir parce qu'il y a moins de concurrence. C'est le paradoxe, il y a peut-être moins de public, mais il y a aussi moins de concurrence. Donc des compagnies qui vont s'installer, par exemple, dans des théâtres de petites villes. C'est important parce que tout à l'heure, au Pass Culture, on nous a expliqué que les jeunes, ils cherchaient aussi à faire de la poterie, etc., et en fait, ces artistes qui s'installent en métier d'art aussi, ou en sculpture ou autre, hein, eh bien, ils tirent une partie de leurs revenus aussi des stages qu'ils font. Voilà. Et des enjeux qui sont liés à la diversité. Encore une fois, d'un canton à l'autre, d'une commune à l'autre, parfois on a des situations qui sont totalement différentes. Alors ensuite, on a ma deuxième partie, c'est la diapo suivante. On pourrait revenir aussi sur les enjeux qui sont liés à la définition de la culture dans la campagne ou les campagnes, comme vous voulez, et des fonctions qui lui sont assignées. J'y reviens pas, puisque vous avez eu des conférences hier sur la définition de la culture, mais en milieu rural, encore plus, on a la marge est parfois ténue entre culture et loisirs, et en particulier en lien avec les pratiques amateurs. Et par exemple, des élus qui vont dire bah non, je vois pas pourquoi je vais financer un professionnel de la culture puisque j'ai des pratiques amateurs. Donc, il y a aussi cette vision parfois. Et voilà. Ou d'autres qui vont dire qu'il n'y a pas de culture parce qu'il n'y a peut-être pas de grands événements, mais il y a une pratique amateur importante. Voilà. Donc ce point-là, il est important. L'autre point, je dirais aussi, c'est pas neutre, parce que par exemple le questionnaire là, qui a été donné sur le printemps des ruralités, on a des questions très sur des équipements, plutôt fréquentation d'équipements, etc. Et si on voit, si on va chercher auprès du ministère de la Culture lui-même, culture des villes, culture des champs, ce qui viennent de sortir, on voit qu'on a des pratiques qui sont aussi un petit peu différentes, ou des choses qui ressortent comme des pratiques de loisirs ou culturelles qu'on ne mettrait pas dans la culture, le jardinage, la pêche, par exemple. Et ça, c'est pas innocent. On a fait des enquêtes auprès de collégiens. On leur a demandé quelles pratiques, enfin, ce qu'ils faisaient, ce qu'était pour eux la culture. On n'a pas fait cocher les choses. Eh bien, c'est revenu les balades en vélo, dans la nature, la pêche, un certain nombre de choses qu'on trouve pas. Enfin, donc je pense que c'est des choses qu'on doit aussi avoir en tête. Et je me dis,
enfin, je ne vais pas vous donner une image folklorisante non plus, hein, mais voilà. La culture, et ça, je pense que c'est important. La culture patrimoine, l'importance du patrimoine. On dit souvent, bah oui, en milieu rural, il n'y a pas beaucoup de grands établissements culturels, mais il y a du patrimoine. Bah oui, partout, il y a au moins un monument historique ou un monument, enfin, inscrit à l'inventaire supplémentaire. Oui, mais c'est pas ça qui fait culture, on est bien d'accord. Donc une vision aussi patrimoine, très patrimoine monumental, ou petit village de caractère, etc., etc. Et cette vision-là, elle a pendant longtemps, enfin, elle est souvent ancrée, c'est-à-dire un gros monument, un point important, quelque chose de la culture qui serait considéré par les élus comme un facteur d'attractivité, et en particulier d'attractivité touristique, mais où on ne voit pas forcément le lien avec les habitants. Ou alors, facteur d'attractivité résidentielle, et nous, aujourd'hui, on parle, enfin, chez les géographes, les sociologues aussi, de certains espaces ruraux qui se gentrifient, c'est-à-dire comme les quartiers de centre-ville, quand on a un patrimoine bâti, un beau paysage, par exemple. Donc, attention aussi au patrimoine. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, tout ce potentiel patrimonial qui existait dans les années 1980, 90, voire début des années 2000, où le patrimoine était facteur de développement culturel, aujourd'hui, je le sens beaucoup moins. Voilà, hein, on est d'accord. Du coup, mais, alors, excusez-moi, il y a des coquilles sur mon PowerPoint. Mais ce que l'on voit aussi, quelque chose qui est important aujourd'hui, qui est peut-être pas encore vraiment pris en compte dans les institutions, les politiques culturelles, quoique, c'est l'importance croissante qu'on donne au patrimoine culturel immatériel. Et mais immatériel, ce qu'on appelait la culture vernaculaire avec les ethnologues et la mission du patrimoine ethnologique des années 80, la question des savoir-faire. Si vous regardez toute la littérature, des revues nouvelles, la Chicos, hein, qui paraissent Regain, Vivre à la campagne, enfin, il y en a tout un lot là, remettre en valeur des savoir-faire autour du jardinage, de la conservation des produits, autour de l'artisanat, savoir-faire architecturaux, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans une veine aussi, dans la transition écologique et sociétale, et de retour à des pratiques aussi, des pratiques, on va dire, où c'est le faire, hein, voilà. Faire soi-même, voilà, entre autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui était les fondements des écomusées, qui sont en grande crise aujourd'hui. On parle là d'éducation populaire. Les écomusées, c'était vraiment le top du top dans les années 80, 90, 2000. Moi, j'ai travaillé avec des écomusées dans le Nord. Aujourd'hui, ils sont tous en crise. Mais voilà, on a d'autres formes qui renaissent. La culture comme facteur de développement local, ça aussi c'est quelque chose d'important. C'est important, je l'ai dit, avec les financements. C'est important aussi dans la façon dont on le conçoit de la part des élus. Et c'est aussi important parce qu'un acteur culturel qui va s'installer ou qui veut faire quelque chose en milieu rural, il est obligé de passer par un projet de développement culturel. Tout acteur culturel qui fait un projet culturel vous dira en milieu rural qu'il fait du développement local, il est obligé de faire du développement local, il est obligé d'aller dans les lignes ou les fourches codines du développement local et des appels à projets. Et puis, des artistes on a fait des enquêtes auprès d'artistes avec un doctorant qui sont installés en milieu rural. Et aujourd'hui, on fait appel pas mal à des artistes, mais on fait appel à des artistes comme médiateurs d'une politique territoriale. Et donc, certains, c'est bien, ils ont un revenu, et d'autres vont dire que, ils sont plus là pour créer, ils sont là pour faire autre chose. Et voilà, c'est des questionnements, hein. Voilà. Ensuite, diapo suivante.
Alors, les enjeux qui sont liés aux formes spécifiques que peut prendre la culture en milieu rural, c'est ma troisième partie. Je suis toujours très longue sur le début, puis après j'accélère. Les formes spécifiques, moi je dirais que elles tiennent au temps et au lieu en milieu rural. Donc, en termes de temporalité, on est dans des temporalités différentes. Pourquoi? Parce que on n'a pas de grands établissements avec des lignes culturelles pérennes. Et on a un temps de festival, même si aujourd'hui on essaie d'avoir des festivals qui font des animations toute l'année ou qui sont à contretemps, qui sont pas seulement pour les touristes en milieu rural, mais festival c'est pas sur le temps long. Et des associations, je pense notamment une association qui a travaillé dans le massif de Beldon sur l'Arpenteur, un festival de l'Arpenteur autour de la montagne, sans lieu, mais s'intégrant dans la montagne, finissent par dire le fait qu'on n'ait pas de lieu, même si on est un festival qui vient tout le temps, même si on a du succès, ça nous pose question. Tous les ans, on doit renouveler. Donc, ils ont créé un lieu, une structure. Voilà. La temporalité, c'est peut-être le poids accordé aussi au patrimoine, avec des formes de nostalgie peut-être plus vers le passé, en contradiction avec cette idée d'innovation, de transition. Et on voit bien que certains disent que le fait d'aller en milieu rural pour des artistes, ça leur permet d'être plus innovant parce qu'on n'est pas dans un lieu dédié au théâtre, un lieu dédié à la musique ou autre, et que donc on a peut-être un peu plus de liberté à voir. Voilà. Et la temporalité, c'est le temps des financements. Si on est sur des lignes de développement local, si on est sur un programme leader, c'est 5 ans, 6 ans, et puis après ça s'arrête. Et est-ce que derrière, l'idée c'est que derrière ça continue pas toujours. Donc, notamment en matière d'animation, de postes de développement. Et puis, je dirais aussi une temporalité qui est beaucoup liée aux individus, et y compris aux initiatives privées. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a des lieux culturels en milieu rural qui sont portés par des privés. Je vous ai parlé d'associations, bien sûr, mais aussi des personnes qui s'installent en milieu rural et qui créent un lieu culturel. Quand ils partent, s'ils sont au chômage à un moment donné ou autre, l'activité s'arrête et le lieu disparaît. Donc c'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors ensuite, on a en termes de lieu, donc c'est la diapositive suivante. Alors là, je suis plus, c'est la géographe. Non, c'est avant. Voilà. En termes de lieu, eh bien, faiblesse des équipements, ça veut dire mettre en avant la multifonctionnalité des lieux. Alors, des lieux qui sont pas dédiés à la culture, qui vont devenir des lieux de diffusion culturelle, des bars, des granges, voilà, on imagine plein de choses. Vous avez par exemple le label Bistrot de Pays, ils sont censés être un lieu aussi de diffusion culturelle dans leur charte, par exemple. Donc des lieux qui sont pas dédiés, salles des fêtes, par exemple, aussi pour les écoles de musique. Et puis des lieux qui sont dédiés à la culture, qui deviennent des lieux multifonctionnels, et je pense notamment aux bibliothèques, puisque on a un maillage quasi complet, enfin un maillage important des bibliothèques, qu'elles soient liées à des bibliothèques qui appartiennent aux collectivités territoriales, ou qu'on ait des bibliothèques associatives. On a un maillage assez important, et donc des bibliothèques médiathèques deviennent des lieux multiculturels où on va faire de la diffusion de spectacles, diffusion de cinéma, par exemple. Voilà. Donc multifonctionnalité des lieux qui aujourd'hui est renouvelée avec la question des tiers-lieux et qui sont par excellence des lieux multifonctionnels, donc de travail, de sociabilité, de diffusion culturelle aujourd'hui.
Donc, avec la question de est-ce que ces tiers-lieux qui sont considérés aujourd'hui comme un élément du politique public ou innovant, leur lien à l'existant dans la multifonctionnalité des lieux et des acteurs. D'accord ? C'est, je pense, une question qui se pose. Et peut-être aussi aujourd'hui, il me semble, des lieux, j'ai parlé d'installations d'artistes, on a de nouvelles installations en agriculture, vous savez, depuis là les manifs, tout le monde connaît les enjeux de l'agriculture, hein, renouvellement des exploitations et des installations qui ne sont pas le fait d'agriculteurs, et des installations agricoles, parfois dans des lieux collectifs où on va avoir aussi une personne qui va venir faire de l'artisanat d'art ou qui a une vocation plus culturelle, dans des lieux collectifs, ou d'autres lieux que j'ai pu voir en Allier, où on a des acteurs culturels qui sont venus s'installer dans un hameau agricole qui se sont greffés sur une exploitation agricole et qui mixent aussi ces activités. Et puis, des lieux non dédiés. En fait, il y a aussi culture et environnement, hein, avec des innovations comme, alors, je sais qu'il ne faut pas dire land art, mais voilà. Et ici, on n'est pas très loin du Vent des Forêts, donc ce festival de création. Mais aussi culture, environnement, c'est inventer des choses. Et comme je disais tout à l'heure, la question de la multifonctionnalité des lieux, des petits lieux aussi, eh bien, ça va permettre à des formes culturelles qui étaient complètement dévalorisées, comme la marionnette, par exemple. Le renouveau de la marionnette, il est passé par le rural. Le renouveau du conte, comme une vraie activité artistique, c'est passé par le rural, parce qu'on est dans des petites jauges, dans des espaces qui ne sont pas forcément dédiés à la culture, où on peut faire renaître ces formes. Voilà. Et donc, ces formes d'innovation et le fait qu'on n'ait pas de lieu dédié à la culture, eh ben, ça peut aussi peut-être favoriser la venue de publics qui ne seraient pas allés dans un théâtre, dans un lieu dédié, une grande salle de concert. Alors, cette question qui se pose en milieu rural, elle se pose partout. C'est comment faire venir. Mais le fait que là, on arrive et dans des lieux qui ne soient pas considérés comme des hauts lieux culturels, eh bien, ça peut faire venir parfois un public qui n'irait pas forcément. En tout cas, c'est les retours qu'on a pu avoir des enquêtes. Et puis, un point très important de la question de la culture en milieu rural, c'est l'itinérance. Alors, j'ai mis tout au bout, mais en général, je passe un temps fou sur cette question. L'itinérance, elle a été et elle est restée pendant longtemps spécifique à l'espace rural. Itinérance des cinémas, itinérance de troupes de théâtre, itinérance, voilà. Et elle a été un peu minorée et aujourd'hui retrouve beaucoup de vigueur et revalorisée. Donc on parlait au déjeuner de l'ANSI, l'association des cinémas itinérants qui est réunie dans les années 2010, alors que le cinéma itinérant c'était important. On avait des centres musicaux itinérants, enfin vraiment quelque chose qui était important et qui renaît aujourd'hui avec de nouvelles formes. Alors itinérance, on peut le prendre sous plein de sens. Et quand je dis itinérance, je ne dis pas seulement programmation hors les murs de grands établissements urbains qui vont faire de la programmation au milieu rural. D'accord ? On n'est pas complètement seulement là-dedans. Donc, aujourd'hui aussi, cette question de l'aller vers qu'on retrouve en milieu rural et qu'on va retrouver pour l'aide alimentaire, pour tout ce qui est France Service, qui a aussi des camions itinérants. Donc on est dans le cadre des politiques publiques aujourd'hui autour de l'itinérance, alors que voilà, c'est une forme de renouveau et d'institutionnalisation.
Donc en guise de conclusion, parce qu'il faut laisser le temps de débattre un peu, je vous ai mis là, vous voyez, j'ai évoqué tout à l'heure polymorphe en allié. Vous voyez qu'il y a des résidences artistiques, mais il y a un jardin, il y a une ferme à côté, il y a une revue, il y a des stages. Enfin, on est dans des chantiers aussi architecturaux sur l'architecture de terre. Voilà. Donc, en guise de conclusion, quelques points. La question qui se pose, c'est celle de l'échelle des projets culturels de territoire. Vous savez que dans les politiques publiques, aujourd'hui, on parle de plus en plus de projets culturels de territoire. Et c'est porté par pas mal d'associations qui fédèrent des acteurs culturels en milieu rural. Mais on va se poser la question de cette échelle. Est-ce qu'on va monter des choses à l'échelle de la commune? Oui et non, un certain nombre de choses. À l'échelle de l'intercommunalité, qui devient aujourd'hui l'échelle majeure de l'intervention des pouvoirs publics, que ce soit l'État, les départements ou les régions dans les territoires ruraux. L'interco, c'est l'échelle majeure. C'est celle aussi des territoires de la CAF avec les contrats globaux, etc. Voilà, cette question. Mais ça me pose une question. Ces intercommunalités, d'abord certaines, je vous ai dit, elles sont XXL. Et c'est pas toujours facile à l'échelle de 110 communes, voilà, par exemple, avec une ville moyenne au milieu. Et puis, le dessin des intercommunalités n'est pas forcément celui des bassins de vie. Donc, les bassins de vie, c'est nos pratiques quotidiennes pour aller faire les courses, pour aller chez le médecin, etc. Donc, une vraie question qui peut se poser. Et au-delà, parce qu'il y a des projets, je vous ai mis ici un projet qui est porté par une association des acteurs culturels sur la vallée du Lot et qui part des sources jusqu'à la confluence et qui va rencontrer, qui est centré, un projet centré sur la rivière et qui traverse 3 régions, 5 ou 7 départements, je ne parle pas des intercos. Et donc, dans ce cas-là, comment on obtient des financements? Une autre question, c'est celle sur les publics. Alors, en milieu rural, se pose la question des jeunes. Alors, jeunes après le collège, pour l'enfance, etc., pas de problème. Vous n'avez pas une interco qui n'a pas une politique enfance, jeunesse. Ils appellent jeunesse, mais en général, ils s'arrêtent au collège. Et ça, d'autant plus que ce qui caractérise le rural, sauf quand on est dans une grande interco, c'est que après les lycées, ils sont en ville, d'accord? Donc les enfants, ils sont plus forcément là. Enfin, les jeunes, pardon. Donc, c'est une vraie question. Et une question qu'on va retrouver, les jeunes, les étudiants, ils sont multilieux. Ils peuvent s'impliquer le week-end, il y a beaucoup de questionnements sur comment les impliquer, quelles sont leurs pratiques entre ville et campagne. Voilà. Et puis, on pourrait poser aussi, on pourrait revenir, il y avait le livre de Benoît Coquart, sur ces jeunes qui vont travailler, qui ont d'autres pratiques. On parlait du pass culture, mais comment on atteint aussi ces jeunes et qui font pas forcément des longues études en milieu rural. Je suis pas dans le misérabilisme, mais au moins on peut se poser la question. L'autre question, c'est la pauvreté-précarité. Et je la pose d'autant plus que j'ai travaillé avec la commissaire à la lutte contre la pauvreté-précarité sur le rural. J'ai co-animé un groupe de travail. Et la question de la mobilité, quand je vous ai parlé du coût tout à l'heure, elle se pose. Et se déplacer, ça coûte cher. Et bien, si on se déplace pour aller travailler, se déplacer pour aller acheter à manger, éventuellement pour aller soigner, encore que, on va pas se déplacer pour les loisirs. Donc, c'est une vraie question. Accéder aux loisirs, se déplacer pour les loisirs, pour soi,
Mais pour les enfants, et en termes de reproduction sociale, de la pauvreté, etc., c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et du coup, pauvreté, précarité, c'est aussi les personnes, y compris les personnes âgées, etc., avec des problèmes d'isolement, et qui se posent encore plus dans les territoires ruraux où on a de l'habitat dit dispersé. Où on n'a pas un village groupé, on a de l'habitat dispersé, on est vite isolé. Et du coup, comment on fait du lien, comment on accède à ces pratiques. Une question sur les disciplines artistiques, on se rend compte que c'est plus, on a quand même une surreprésentation du spectacle vivant, que pour le reste, c'est quand même plus difficile d'avoir des actions, une représentation au milieu rural. Et puis, une question sur les coopérations, collaborations, notamment entre ville et campagne. Et encore une fois, la culture en milieu rural, et agir pour la culture en milieu rural, c'est pas dire on fait venir la ville dans les campagnes, c'est prendre en compte aussi ce qui existe en milieu rural, parce qu'on peut dire, et vous le savez, qu'on a aussi affaire à un foisonnement culturel, qu'il faut pas le nier, et l'équilibre, il n'est pas toujours facile à faire entre les deux. Et puis, une dernière question peut-être, celui du numérique, avec effectivement les microfolies, etc. Mais justement, quand on a fait notre travail sur pauvreté, précarité, c'est aussi pour rebondir par rapport au pass culture tout à l'heure, on se rend compte que même si les jeunes et les personnes sont très forts avec le téléphone portable ou les réseaux sociaux, c'est pas si évident que ça pour d'autres usages. Voilà. Donc aussi une question sur le numérique qui peut pas quand même tout résoudre non plus en termes de social. Voilà, c'était un tableau. Je suis allée vite et j'ai été longue. Merci. Merci Claire. De ce fait vient le temps des échanges. Donc, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Peut-être quand vous posez une question, ça peut être bien que vous puissiez vous présenter avant de poser votre question. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite se lancer dans cette première question? Je vous ai un peu assommé peut-être. Ouais. Non, ou des expériences hein, aussi. Le voilà. travail le plus compliqué. Ouais. Je suis Myriam de la MJC de Montmorillon, mais je viens d'arriver dans la MJC hier, donc c'est très récent. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé. J'aurais une question au sujet de la coopération entre les structures culturelles en zone urbaine et les initiatives culturelles dans les campagnes. Est-ce que vous avez connaissance déjà de choses qui se font où, par exemple, les villes inviteraient des créations réalisées en campagne à se produire sur des scènes plus officielles ou des choses comme ça et organiseraient une diffusion, participeraient à la diffusion des créations de ce qui se fait en campagne? Effectivement, j'ai plutôt vu dans l'autre sens. C'est une question que, en fait, dans notre laboratoire, il y a quelques années, on a fait un suivi scientifique sur plusieurs années de la politique des contrats territoriaux d'éducation et aux arts à la culture de la région Rhône-Alpes, qui est devenue après Auvergne-Rhône-Alpes, où la DRAC contractualise avec des EPCI ruraux, mais c'est pas la DRAC seule. Elle implique quand la région, les départements quand certains départements, la CAF, l'éducation nationale. Enfin, les contrats. L'idée, c'était de faire de la coopération autour de la culture en milieu rural à l'échelle des intercos. Et en fait, on s'est rendu compte que l'idée, c'est de faire venir des acteurs, des artistes, urbains ou pas, en milieu rural, et de travailler avec les acteurs locaux. Voilà. C'est très variable d'un territoire à l'autre.
Certaines compagnies qui étaient plutôt urbaines ont fini par s'installer dans les territoires. Mais j'ai pas les compagnies qu'on a pu voir qui étaient rurales arrivaient à nous dire, je parle de compagnies parce que c'est surtout que en fait au bout de plusieurs années, parfois ils perdaient leur labellisation de DRAC. Donc ils se posaient la question, être dans les réseaux, pas être dans les réseaux. Enfin, il y avait ces questions-là. Mais ce que l'on voit aussi quand même, c'est qu'une partie des artistes qui créent en milieu rural, je pense tout ce qui est autour de la sculpture ou autre, peinture ou autre, finalement, même aussi des compagnies diffusent aussi très largement. Donc il y en a qui viennent en milieu rural pour créer et qui diffusent, je pense qu'on a des super exemples comme Transexpress dans la Drôme ou autre. Donc voilà, s'installer en milieu rural, c'est pas toujours ne pas diffuser. Je pense aussi à une des compagnies de marionnettes qui a une réputation internationale, qui est née, qui s'est développée en milieu rural. Donc c'est très très variable, mais c'est vrai que certains artistes, parfois, je parle presque plus des artisans d'art, vous voyez, que des artistes disent souffrir d'isolement. Voilà. Mais ça dépend beaucoup. Voilà. C'est très variable aussi. Ça dépend aussi. Il y a des territoires ruraux qui sont très bien reliés et d'autres qui sont moins bien reliés aussi. Donc, ça facilite. Oui. Quand vous parliez un peu des spécificités des lieux et des temps, en fait, moi, je me posais la question aussi des modèles économiques, parce que créer un festival sur un temps donné, en général, c'est plutôt à la période de l'été. C'est aussi une période où les espaces ruraux sont fréquentés par le tourisme. Et donc, voilà, il y a toute une dynamique et en général, le modèle économique des festivals, bon, il arrive à peu près à se construire et à être pérenne. En revanche, la question, elle se pose sur la permanence de l'offre et de l'action culturelle en milieu rural. Et là, je trouve que, en fait, il y a pas vraiment d'études, ou alors il y en a et je les connais pas, et vous allez nous les donner, sur comment construire aussi des modèles économiques qui puissent être pérennes sur une base de public qui est forcément limitée, avec toutes les contraintes que vous avez indiquées, et qui pour moi, et c'est vraiment là l'enjeu de l'accès à la culture en milieu rural. C'est pas tant ces festivals et ces moments festifs qui existent. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand même un certain nombre de collectivités territoriales, et je pense notamment à la région Bourgogne-Franche-Comté, a une politique en faveur de festivals hors été, en direction des espaces ruraux, pour favoriser les festivals en milieu rural. Donc je pense que là, il y a aussi des collectivités territoriales qui peuvent jouer, alors que ce soit la région ou le département, pour aider et faire en sorte que la culture, c'est aussi ça que je voulais dire avec le patrimoine, et c'est la même chose avec le festival, c'est que parfois on pense toujours politique, enfin certains élus, politique culturelle en milieu rural égale tourisme. En fait, en oubliant l'offre culturelle. Ou alors, ils pensent culture en milieu rural en termes de pratiques, type école de musique, école de danse, vous voyez, un petit peu plus, et pas toujours diffusé. Donc oui, le modèle économique, mais le modèle économique, il peut être différent, il peut être pensé différemment, parce que en étant justement dans des formes d'innovation. Quand je disais marionnette, il y a peut-être besoin de moins de choses, ça coûte peut-être moins cher. Il y a cette idée de s'adapter à d'autres formes, à des petites jauges, par exemple, sans sacrifier
la qualité de la création, par exemple. Je réponds à côté. Sur les modèles économiques, c'est difficile, je trouve, parce que souvent, quand on a des évaluations, les évaluations, elles sont faites en termes de public, elles sont faites en termes, voilà, et c'est vrai qu'on ne la pense pas. Alors aujourd'hui, quand même, on pense aussi à diminuer l'impact écologique en diminuant les distances, en réfléchissant aussi à comment dire, réutilisation de matériel, etc. Enfin, voilà. C'est peut-être ça une chance aussi pour les espaces ruraux. Bonjour, donc moi je travaille à la MJC du Pays de l'Herbasse, donc c'est dans la Drôme. Et je me faisais une réflexion en vous écoutant, c'est qu'on a parlé de densité de population, mais il me semble qu'on a des réalités très différentes sur les territoires ruraux en termes de densité de présence artistique et de présence d'artistes. Enfin, moi, travaillant dans la Drôme, on est vraiment sur un territoire où il y a beaucoup d'artistes, où ça foisonne, où il y a beaucoup de créations in situ. Et à l'inverse, jeudi dernier, j'étais en présence du directeur du festival d'Aurillac qui disait que lui, par contre, il était très en pénurie d'artistes sur son territoire. Est-ce qu'il y a des données d'études de géographes sur cette présence artistique-là et sur du coup les ressources vraiment aussi des territoires en termes artistiques? Alors, j'ai un doctorant qui a travaillé un peu là-dessus, sur le pourcentage d'artistes en pourcentage de population. Et du coup, on est à peu près sur les mêmes taux que dans les territoires urbains. Et voilà. Mais quand j'ai dit diversité des territoires ruraux, je me suis pas étendue, mais on a aussi une diversité d'attractivité, bien entendu. Il y a des territoires qui font rêver et d'autres qui font pas rêver. Voilà. Typiquement, nous, peut-être des artistes, la Drôme, l'Ardèche, il y a quand même un imaginaire pour y aller. D'autres, peut-être, sont moins attractifs. Mais il me semble quand même que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de personnes qui vont se dire, on peut faire autrement, attiré aussi par un coût de l'immobilier moindre, d'aller dans d'autres territoires. Et où la concurrence est moins importante. Voilà, je pense qu'on peut héberger des territoires comme la. Il y a aussi des formes d'attractivité, je pense aussi aux Ardennes. Voilà. Oui, moi je représente l'association départementale de la Loire. Je rebondissais juste sur c'est juste une réflexion que nous on s'est posée face à notre communauté commune qui vient de transformer leur commission culture en commission d'attraction territoriale. Et nous, ça nous pose beaucoup de questions. Voilà. Je suis d'accord, mais quand je disais qu'il y avait sur les chargés de mission culture, aujourd'hui on les voit culture, tourisme, jeunesse, et jeunesse, encore une fois, au niveau de c'est en France. Donc voilà, le sport et peu aussi des professionnels. Donc c'est quelque chose qui est important, et c'est pour ça que quand on a fait rentrer, non pas au ministère de la Culture, mais au ministère des Ruralités, c'est cette importance dans la ruralité, l'ex-agenda rural, de financer de l'ingénierie culturelle. Alors après, comment ça? En tout cas, c'est monté. Voilà, après, Bonjour, je m'appelle Marc Lougaud, je suis le président de la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine, président par ailleurs d'une MJC à Châtellerault. Je voulais moi revenir sur ce qui peut arriver éventuellement, et ce qui est bien dommage, c'est quand on supprime des activités artistiques pour des motifs particuliers. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'ancien Poitou-Charentes, nous avions tous les ans ce qu'on appelait les nuits romanes, qui étaient des concerts
qui se faisait dans les petits villages devant l'église romane du village. Ça représentait grosso modo 180 concerts sur chaque année. Et cette organisation qui avait, pour moi qui participait en tant que spectateur, beaucoup, avait au moins quelque chose qui me semble important dans le domaine de la culture, de sa connaissance et de son... C'était le fait que c'était complètement multigénérationnel. Donc, puisque ça allait des petits-enfants aux grands-parents et que tout le monde était là, tranquille, à écouter de la belle musique devant ces monuments. Et Monsieur Rousset, quand il a été élu président de la région Nouvelle-Aquitaine, a supprimé ça, grosso modo, le lendemain matin de son élection, sans aucune explication ni justification, si je puis dire. Et je pense que quand on voit des exemples de ce genre dans nos, comment dire, politiques, ça interroge quand même sur l'intérêt que peut porter à la culture notre monde qui finalement aura plus d'aide à l'industrialisation, à la mondialisation et à je sais pas quoi encore qu'à ça. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long d'abord et ensuite un petit peu brutal, mais ça m'est resté en travers de la gorge cette affaire. Il y a une évolution justement, j'ai la sensation que justement depuis peu, pas depuis le changement communiste, mais depuis au moins les générations, l'idée que la culture c'est important. Et que, effectivement, on a engagé en direction de l'économie, etc. Enfin, c'est là avec ce qu'on dit sur les charges de développement local, hein, qui leur décharge des postes. Il me semble qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas quelque chose qui est en plus, mais quelque chose qui est fondamental aussi pour le fonctionnement de la société. Je suis optimiste. Je suis pas j'avais été un micro. Je suis un peu agitée. Oui, je disais que... Oui. Non, ça m'a pas laissé sans voix. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même la sensation, et aussi... il me semble qu'on entend, et là vous êtes éducation populaire, moi j'ai commencé vraiment à bien étudier la question de la culture en milieu rural à partir du début des années 2000. Je voyais que l'éduc-pop était un peu marginalisé et qu'aujourd'hui, quand je regarde l'attention qui est portée aux grandes fédérations comme l'UFISC ou autres, un renouveau de l'attention sur et qui montre, à mon avis, le fait que il est important d'avoir une politique culturelle. Quant aux conseils régionaux, ils sont très différents les uns des autres. Bien entendu, et c'est la même chose pour les conseils départementaux, je dirais. En fait, en matière de culture en milieu rural, ceux qui peuvent aider, presque plus, aider au financement de la culture en milieu rural, c'est souvent des départements. Mais c'est très variable, là aussi, d'un département à l'autre. Mais il y a des départements qui soutiennent très fortement la culture en milieu rural dans leur action, dans leurs compétences, qui est le rôle d'aménagement rural d'une certaine façon. Et c'est bien, comme je vous le disais, toujours des questions de lignes de financement. La région, ils sont sur des grands... en général, ils suivent un peu l'État sur des grandes lignes, des grands projets plutôt. Enfin, mais c'est différent aussi de régions qui ont des cultures régionales et qui, au titre de la culture régionale, peuvent aller aussi financer des actions culturelles en milieu rural. Enfin,
Voilà, c'est très très variable. Bonjour, donc Eric, je travaille dans une MJC à Dijon. Je voulais poser une question, une interrogation en tout cas sur des structures culturelles, enfin, ou qui accueillent les jeunes comme les MJC, qui peuvent être par ailleurs centres de loisirs ou qui peuvent posséder des jardins partagés en zone rurale. Et je me posais la question qui vont délocaliser leurs activités à travers des centres de loisirs, voilà, en zone rurale ou jardin partagé, avoir une utilisation peut-être entre guillemets en vase clos, quoi, en autarcie. Et je me posais la question de est-ce que ce type de pratique, c'est une opportunité ou une aubaine pour la ruralité, ou est-ce que c'est une sorte d'utilisation abusive qui peut être un peu source de cynisme pour les populations dites locales, quoi. Enfin, cette espèce d'exportation. Enfin, je me posais la question en tout cas parce qu'on n'est pas forcément dans la ruralité du point de vue de la ruralité, mais c'est un peu une exportation de la ville vers la campagne, quoi. Oui, évidemment, ce qu'on peut voir. Alors nous, on a un gros programme de recherche avec la Fondation de France justement sur jardins, vergers amateurs et petits élevages domestiques, qui nous permet de regarder aussi. C'est une bonne entrée, un petit objet qui nous permet de regarder très clairement l'évolution des espaces ruraux. C'est très intéressant. Et du coup, oui, on peut avoir des formes d'installations qui peuvent paraître un peu venues de la ville, etc. Mais quand je montre Polymorphe, par exemple, ils ont vraiment la volonté de travailler, étant dans une exploitation agricole qui n'est pas une exploitation de néo-agriculteurs, mais d'agriculteurs, en travaillant justement sur contribue à faire du lien. Alors, on peut avoir, et je pensais au tiers-lieu tout à l'heure, avec aussi des artistes qui s'installent, qui vont faire, ou des personnes qui vont reprendre des cafés associatifs, etc. S'ils sont dans l'ouverture, café associatif, enfin, là aussi c'est très variable suivant les personnes. C'est vrai qu'on peut voir dans certains cas des formes de réseaux. On peut avoir aussi en milieu rural des réseaux qui se structurent, qui sont parfois parallèles. Certains ont vraiment une volonté de faire du lien entre les différents habitants et ils n'arrivent pas. Et puis il y en a qui repartent. Ceux qui s'intègrent pas, en général, ils repartent, qui viennent sur des modèles un peu étrangers, qui se greffent pas. Christophe Maréchal, j'étais en poste à la MJC La Marelle, à Sker, 5000 habitants sur la commune, à une époque, était la plus grande de France en superficie. Donc, il y a 20 minutes du nord au sud en voiture pour traverser la commune. Et en fait, on a un agrément de centre social, donc il y a un diagnostic et tout ça qui est fait, et le problème des mobilités est mis en avant à chaque renouvellement. En fait, c'est plus une observation. Je me suis rendu compte que j'ai été sollicité par des artistes, mais aussi par des structures de diffusion culturelle saine pour l'enfance et la jeunesse, parce qu'en fait, j'étais un mobilisateur de public et en milieu rural, et donc je les intéressais. C'est-à-dire que je permettais à des structures ou à des artistes de diffuser parce que j'avais un public qui était disponible, alors surtout sur les actions culturelles, moins sur les spectacles. Et je m'en suis servi parce que du coup, ça m'a amené des choses que je n'avais pas à financer, et c'est pas des petits financements. Donc voilà, c'était cette remarque-là que je voulais faire, c'est-à-dire que nous, MJC ou structure d'éducation populaire, qui sommes en capacité de mobiliser du public, en fait, on a un pouvoir un capital de, voilà. Alors ça peut être un peu cynique, mais
de fait, quand on croit en l'utilité de l'action artistique, moi, je pense que c'est bien. Bah, moi, j'en ai bien profité. Je pense que effectivement, c'est des actions qui sont importantes. Et quand on parlait des CTEAC en Auvergne-Rhône-Alpes, les artistes qui viennent s'appuient sur des structures existantes, donc centres sociaux en particulier ou autres, mais comme mobilisateur de public, c'est clair. Avec une question aussi qui est du temps passé par ces structures pour faire de la médiation, et quand c'est sur des politiques publiques qui, eux, ne sont, enfin, avec une rémunération de l'artiste et pas de rémunération de ceux qui font la médiation, alors que parfois, comme je le disais, ça représente du coût aussi en termes de déplacement et d'animation. Pour certaines assos, ça pose problème. Bonjour, moi je m'appelle Justin, je suis membre du bureau vice-président de l'AMC de Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Et ce matin, on était dans un atelier, enfin en fin de matinée, on était dans un atelier qui parlait du coup de la mobilisation du public et tout. Et comment vous donnez, comment ça se passe dans le milieu du coup rural pour justement continuer à ce que les gens viennent. Et est-ce que, enfin, il y a un public éclectique? Est-ce que ça vient de partout? Est-ce que c'est local? Est-ce que voilà, toutes ces genres de petites questions autour du public et de ceux qui construisent tous ces événements. En fait, sur un événement ponctuel, c'est difficile après de mobiliser sur le temps long, de renouveler, d'où le rôle justement d'acteurs de l'éducation populaire ou des milieux associatifs qui jouent un rôle fondamental. Donc la question, c'est effectivement de mobiliser aussi, voilà, pas un événement. En Seine-et-Marne, il y a des petites scènes, il y a les scènes, voilà, mais ça change d'une commune à l'autre. Et effectivement, ça crée peut-être pas quelque chose qui est pérenne. Voilà, ça pose cette question. Comment faire et le public d'où il vient. Alors, il y a aussi la question de aujourd'hui de penser, même si on va dans un lieu rural et enfin dans un village pour aussi des raisons économiques, faire venir plus largement. Donc des questions sur l'autopartage, organiser. En fait, ce qu'il faut, c'est aussi penser les déplacements en même temps. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Je réponds à côté, mais pas complètement. Bonjour, Jérémy de la MJC de Poney-Demoiselle de Toulouse, mais je suis ariégeois. Du coup, ma question rejoint un petit peu la question de mon collègue juste avant. Donc, vous parliez des acteurs, des organisateurs ou organisatrices. Du coup, ma question vraiment est de savoir s'il y a un peu des données sur le profil. C'est-à-dire, est-ce que ce sont plutôt des professionnels qui organisent ou plutôt des bénévoles, parce qu'on sait qu'il y a aussi une crise du bénévolat. Et comme vous l'avez dit, dans le milieu rural, ça demande parfois un peu plus de bricolage, un peu plus de logistique, puisque les lieux ne sont pas équipés, donc plus de mains. Est-ce que la tendance est à la hausse au niveau pardon, ma question est très longue, mais est-ce que la tendance est à la hausse au niveau des actions ou à la baisse? Est-ce que tous ces facteurs influent? Voilà. Alors ça, je ne saurais pas vous répondre sur des données un peu quantitatives. Oui, peut-être des difficultés en termes de bénévolat, mais en fait, on se rend compte qu'on a aussi des formes de renouvellement et d'autres bénévoles, peut-être avec d'autres profils. C'est en fonction des nouveaux habitants aussi, en fonction de nouvelles actions, comme on disait. Enfin, c'est pas si évident que ça à saisir. Je vois par exemple, il y a une dizaine d'années, on travaillait sur les monts du Lyonnais où il y avait beaucoup de MJC. Et donc, il y avait un vrai terreau d'éducation populaire. Moi, j'avais des étudiants qui créaient d'autres types d'associations, qui n'étaient pas les MJC, elles étaient en difficulté. Mais en fait, c'est les enfants
de ceux qui avaient créé les MJC. Donc il y a eu un terreau. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant quand on s'intéresse au milieu rural, enfin parce que c'est ce que je connais, c'est aussi regarder le temps long et par rapport aux tiers-lieux, quand je disais tout à l'heure, ou aussi aux innovations, c'est pas oublier qu'il y a justement des associations, des acteurs qui sont là depuis longtemps et qui savent se renouveler et pas porter seulement son regard sur ce qui est innovant. Il y a eu des travaux dans le département de la Mayenne sur la fête, enfin autour des acteurs des fêtes, festivités, et bien il y a de nouvelles associations avec des tiers-lieux pour faire du lien social, etc. Et dans certains cas, il y a les comités des fêtes qui existent depuis 1960 ou 1950 et qui ont aussi se renouveler. Donc, comme je disais tout à l'heure, entre ville et campagne, mais aussi entre anciennes structures, nouvelles structures, c'est aussi faire du lien et ne pas jeter non plus ce qui préexistait. Voilà. Et je réponds pas vraiment à votre question, mais voilà. Alors, j'ai une vision peut-être un peu trop Auvergne-Rhône-Alpes, mais peut-être que oui. Je dirais oui, quand même, avec attiré par justement des formes un peu spécifiques et pour faire autre chose autrement, et peut-être avec un autre lien au public aussi. Quand on regarde les données qui sont sorties de l'observatoire des MJC qu'on a lancé en janvier sur la question du bénévolat, on s'aperçoit effectivement que les MJC en milieu rural ont un taux de bénévolat qui est beaucoup plus important que les MJC par exemple qui sont en QPV ou même les MJC partout en France. Et en fait, on peut l'expliquer sûrement par un taux de professionnalisation qui est beaucoup plus faible en fait. Et des MJC en milieu urbain ou QPV qui sont en fait souvent beaucoup plus structurées autour de politiques publiques, alors que les MJC en milieu rural, elles sont réellement beaucoup plus dans ce qu'on pourrait avoir l'idée d'associations réellement d'habitants qui œuvrent en fait à un développement du territoire. On peut l'expliquer aussi un peu par ce prisme-là. Les associations, les bénévoles, ils sont souvent multi-casquettes ou multi-assos et donc arrivent à mobiliser parfois très largement. Enfin, je pense que ça, c'est une vraie caractéristique forte aussi. Je voudrais parler des projets culturels du territoire, pas des projets culturels dans le territoire, mais du territoire, qui rassemblent vraiment dans un projet cohérent où on va répondre aux enjeux de développement culturel, mais aussi l'alimentation, le tourisme, l'économie. Donc, qui permet même de construire des parties prenantes très différentes. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que les associations culturelles arrivent à trouver leur place dans la gouvernance de ces projets culturels des territoires? Et si oui, est-ce que cette place, elle est tenue dans le temps, parce qu'à un moment, elles ne sont pas préstatalisées finalement par l'ensemble des acteurs institutionnels présents? Alors là, je botte en touche. Hein, C'est bon. Je saurais pas vous répondre. C'est vrai que aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'idée de la transversalité, etc. Je sais pas, parce que honnêtement, je n'ai pas de réponse sur cette question. Mais le fait qu'on parle quand même de projets culturels de territoire, ça me paraît important, avec l'idée d'associer et d'essayer de repérer aussi et de fédérer les acteurs, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'on a quand même beaucoup d'actions qui sont pas forcément coordonnées, plus en concurrence, et du coup
le projet culturel de territoire, ça peut servir à ça s'il est bien pensé. Voilà. Le problème après, c'est qui l'anime, comment et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et c'est aussi des problèmes. J'en reviens toujours à cette question de l'ingénierie. Si on n'a pas d'animation, de personnes qui vont aller chercher, faire vivre cela, bien effectivement, ça pose question. D'où le rôle des fédérations territoriales de MJC ou autres pour justement faire ce rôle de coordination. Ouais, c'était juste pour finir. Eh ben, merci beaucoup Claire pour cette conférence.